Bonjour ou bonsoir à vous tous. Vous êtes dans Le Monde en 7 et nous sommes le samedi 10 mai 2025. Ensemble, on va faire le tour d'horizon de 3 sujets d'actualité. Nous allons d'abord parler de la commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On verra si le monde a retenu la leçon. On parlera aussi de l'élection du pape chez les catholiques. Nous verrons quels sont les enjeux de l'élection d'un nouveau pape. Et puis la seconde partie sera entièrement consacrée à l'actualité sur le Togo, de président de la République à président du Conseil. Qu'est-ce qui change pour Faure Gnassingbé? C'est la question que je poserai donc à mes 3 invités. Le premier, je vous l'introduis, c'est un juriste et journaliste, Marcel Agbessinou. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte de saluer à mes 2 co-débatteurs, le poids lourd d'un parti politique, La Clé, et si vous permettez, si je ne me trompe pas, c'est le nom, et l'autre est notre grand frère Dominique qui est là en tant que journaliste et un poids lourd également. Sans oublier vous-même, Samuel, tellement habillé ce jour. Merci. Mais je vais faire un clin d'œil à la diaspora togolaise qui nous suit de loin, qui ont l'envie de revenir au pays, bon gré, mal gré, compte tenu de certains paramètres. Il y a certains qui, politiquement, ne peuvent revenir au pays parce qu'ils sont en conflit avec la loi. Voilà on a vassalisé le pouvoir et le lendemain est tellement flou et incertain. Mais on va en parler, si vous le permettez, au cours de l'émission. Vous aurez le temps de revenir là-dessus. Dominique Lacmont, c'est notre deuxième invité, leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir également à mes frères co-débatteurs sur le plateau. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Nimo TV et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et merci d'être notre invité. Troisième invité, Georges Eo. Il est acteur politique du Parti Cercle des leaders émergents dont il est le vice-président, également adjoint au maire de la commune de Cloto 2. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World Info. Bonsoir Marcel et Dominique Lacmont. C'est le lieu pour moi, Samuel, si vous permettez, au nom du président national du Parti Cercle des leaders émergents Clé et au nom de tout le parti, nous profitons de votre antenne pour féliciter le PC, le président du Conseil et le président de la République, l'un pour sa désignation, l'autre pour son élection éclatante. Et nous sommes convaincus que à travers le leadership éclairé du président du Conseil, les valeurs fondamentales de justice, de dialogue, d'inclusion et de progrès continueront par guider l'action gouvernementale pour le bonheur de nos compatriotes. Merci beaucoup. Merci à vous. On va commencer donc par le premier sujet, je le disais. C'est le 8 mai qu'est célébré à travers le monde la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre qui a fait plus de 50 millions de morts, qui a duré de 1939 à 1945. Cette année, on célèbre donc le 80e anniversaire de la fin de cette grande guerre, avec une question pour nous sur le plateau. Au regard de l'état du monde aujourd'hui, où les pôles de conflit se multiplient, est-ce que le monde a retenu la leçon? Pour d'autres personnes, l'imminence d'une 3e guerre mondiale est plus que d'actualité. On en parlera tout à l'heure. Dominique Lacmont, 80e anniversaire de la fin donc de cette, je dirais, cette folie humaine, cette barbarie qui a montré que la junte humaine a un côté plutôt animal, quelque part, on peut le dire, avec la barbarie qu'on a connue. 80 ans après, est-ce que vous pensez que les dirigeants d'aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, ont compris ce qu'est véritablement une guerre et qu'il faut à tout prix l'éviter? Oui, je pense que, comme tu viens de le dire, une guerre, c'est pas du cadeau, c'est pas une fleur à prendre. Et je pense que personne ne peut aujourd'hui dire souhaiter une guerre.
Mais quand on dit la fin de la Deuxième Guerre, moi je me dis, est-ce qu'il y a eu une fin de guerre? Est-ce que le monde est en paix actuellement pour parler de la fin de la Deuxième Guerre? C'est vrai que quand on a qualifié cette guerre de guerre mondiale, nous l'avons tous étudié, depuis les causes lointaines jusqu'à l'aboutissement et la fin de la guerre avec le bombardement des Américains sur les deux villes nippones, et qui a abdigué, aujourd'hui a fait peur à tout le monde qu'aujourd'hui ils étaient les puissances qui avaient dominé pour mettre fin à cette guerre. Mais aujourd'hui, je pense que ces puissances-là sont en train de montrer leur force d'une autre manière. D'accord? Et c'est seulement que l'affrontement immédiat, parce que nous sommes arrivés à une technologie qui est partagée par tous. Ce n'est plus un secret pour un pays de pouvoir développer l'arme qui a fait peur et qui a mis fin à la guerre dont on qualifie. Parce que moi, c'est selon comment on qualifie cette guerre de deuxième guerre mondiale. Sinon, les guerres existent toujours dans le monde. Mais est-ce que ce n'est pas une guerre mondiale qui est en train de s'animer? Bon, si on veut s'atteler sur ce qui s'est passé dans les années, je ne sais pas, 1914, aujourd'hui 80 ans, je pense que aujourd'hui, les puissances qui ont développé cette guerre ont compris qu'ils n'ont plus s'affronter. Donc, vous voyez, quand les crises qui secouent un peu dans les quatre coins du monde, il y a un peu de réticence. C'est parce que on sait que l'autre détient ce que j'ai. Et par rapport à ça, on ne peut pas s'affronter directement. Et on essaie, cette guerre peut alimenter par des petites puissances. Vous voyez que l'Ukraine, entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre entre l'Israël et la Palestine. Actuellement, on a le conflit Inde-Pakistan qui est également là. Et ce sont ces puissances-là qui sont derrière ces guerres-là. Donc, ça pour juste montrer leur technologie aujourd'hui qu'ils ont utilisée, et on essaie de faire comme si une guerre n'existait pas. Ça veut dire que moi, j'ai dit il y a toujours la guerre qui existe, sauf que ce qui a mis fin à la guerre de 1914, qui est qualifiée de deuxième guerre, c'est parce que les gens... 1945, je me trompe, 1914, c'est la première guerre, donc 1945, c'est que les gens, si on veut dire qu'il n'y a pas eu guerre, c'est parce que les gens ne sont pas encore allés à l'utilisation de ces armes-là. Je parle des armes nucléaires, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les guerres qui sévissent un peu partout, il n'y a pas l'utilisation de ces armes-là. Les gens ont peur d'utiliser ces armes-là parce qu'ils ne sont plus les seuls détenteurs, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la guerre n'existe pas. Et la leçon, c'est qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut se lever à utiliser une bombe atomique pour un autre pays parce qu'il ne serait pas le seul, ou bien la seule puissance à utiliser l'arme. Donc sinon, en termes de leçons ou de quoi, je ne sais pas si les gens ont tiré des leçons. Nous, on en paye les prix, surtout en Afrique. Ces puissances alimentent le terrorisme. On va revenir sur ce cas tout à l'heure, si vous permettez. Georges, il y a beaucoup de choses qu'on peut en parler après. Je l'ai dit, ça fait 80 ans, en principe, que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Mais depuis 80 ans, en réalité, si je suis la logique de Dominique, est-ce que le monde a jamais été en paix? C'est le paradoxe, il faut le dire. Est-ce que le monde est jamais en paix? Est-ce qu'il y a toujours la guerre aussi? La question se pose. Parce que quand on parle de guerre, il y a plusieurs voies, notamment il y a ce qu'on appelle la guerre commerciale, la guerre économique. Bon, là, on parle de guerre létale. Oui, quand les gens meurent, se tirent dessus. Quand on était au temps de Covid, les gens disent nous sommes en guerre contre Covid, mais justement, comme tu viens de le souligner, c'est cette guerre-là par voie d'armes, où les armes crépissent. Mais la question est de savoir, l'homme déteste la guerre, mais est-ce que l'homme travaille suffisamment pour avoir la paix? Pour moi, je me dis que il y a effectivement beaucoup de questions. Quand on parle de la guerre, il y a beaucoup de questions qui me viennent en idée. C'est que la guerre, quand il y a guerre,
la manière dont la guerre se finisse prépare les uns les autres pour une autre guerre. C'est-à-dire que d'habitude, la victoire même est vraiment fragilisée, que celui qui a pu vaincre n'a pas assez de moyens pour pouvoir maintenir sa victoire assez longtemps, et ce qui prépare la revanche des autres. Donc aujourd'hui, que ce soit ce que nous appelons la Deuxième Guerre mondiale était finie et on a vu un camp, la victoire d'un camp sur l'autre, où vous allez voir, par exemple... Généralement, toutes les guerres, c'est toujours comme ça. Il y a la victoire d'un camp sur un autre. Oui, mais ce qui s'est passé justement, et qui fait que on a parlé de Deuxième Guerre mondiale, la fin de Deuxième Guerre mondiale, on a mis des mécanismes tels que l'ONU pour ne pas avoir à répéter ces bêtises humaines. Mais force est de constater que dans le monde entier, il y a des guerres un peu partout, sur pratiquement tous les continents. Oui, tous les continents sont en guerre. Tous les continents où nous ne pouvons même pas s'abstenir de dire que la troisième guerre est à l'horizon. Donc c'est pour dire qu'en vérité, quand l'un gagne l'autre, il y a cet esprit soit de vengeance, oui, qui se propage, où le gagnant se disent qu'il faut adopter des positions pour ne pas permettre aux vaincus de pouvoir pour remonter, pour faire leur vengeance. Mais force est de constater que ce n'était pas comme ça. D'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale a été quelque part la conséquence de la Première Guerre mondiale, parce que pour Hitler, par exemple, il y a eu une injustice vis-à-vis de l'Allemagne. Exactement. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, comme nous le savons tous, après, je crois que c'est la conférence de Yalta, je crois bien, qui a été vraiment un moment de rencontre entre les États-Unis, d'une part, la Grande-Bretagne qui représente à peu près l'Europe, la France et tout ça là n'était pas à la conférence de Yalta parce que il y avait pas, la France en tant que telle n'était pas une puissance. Elle a été massacrée par l'Allemagne. Et puis, comment vous l'appelez, Staline de l'URSS, la Russie aujourd'hui. Et donc, quand ils étaient là, l'idée était en sorte que, comment faire pour dominer le monde? Comment faire en sorte que ces puissances-là puissent dominer le monde? Mais après, eux-mêmes, ils ne s'entendent plus. Donc vous voyez aujourd'hui, les États-Unis qui appuient l'Ukraine pour attaquer pour contrecarrer la Russie, si je dis attaquer, c'est vraiment la Russie qui attaque. Mais la Grande-Bretagne qui était avec les États-Unis pour attaquer l'Irak, et toutes ces positions-là permettent de nous dire aujourd'hui que le monde n'a pas retenu une grande leçon, ou soit, si le monde a retenu de leçons, c'est que quelque part, il faut chercher les causes, et moi je peux dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts de certaines puissances qui estiment que si la politique échoue, nous irons à l'arme pour assujettir des gens. Georges parlait tout à l'heure, il a rappelé quelque chose en parlant de l'ONU. Quand on regarde aujourd'hui le monde, on prend que le continent africain, la RDC aujourd'hui, il y a la guerre. Le Soudan, il y a la guerre. Quand on va un peu dans le Maghreb, la Libye n'est pas très calme. Quand nous allons en Europe, la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Quand nous allons en Asie, vous avez le Pakistan et tout, vous avez Israël et tout. Il y a la guerre presque sur tous les continents. Est-ce que aujourd'hui, si on fait le bilan aujourd'hui, est-ce que l'ONU qui a remplacé la Société des Nations n'a pas aussi échoué à maintenir la paix? Mais avant de venir à votre pertinente question, je peux vous déclarer que vous êtes perspicace. Vous savez, dans les faits et dans les actes et dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que la vraie vie, la vie de tous les jours, on le constate que effectivement la Seconde Guerre mondiale était l'émanation de la Première Guerre mondiale qui a éclaté le 28 juin 1914 entre l'Allemagne et les autres pays de l'Alliance là. Vous savez, cette guerre, la première, a été sanctionnée par une signature à rotonde
le 11 novembre 1918, sauf omission de ma part. Maintenant, les manquements constatés, le désarmement de l'Allemagne et sa reddition au niveau de la Première Guerre mondiale, parce que l'Allemagne pratiquait pratiquement ce que nous appelons le système de dumping. C'est-à-dire que l'Allemagne vendait mieux ses articles dans les marchés internationaux européens qui les Occidentaux mécontentaient d'ailleurs les Occidentaux. Et ce qui a créé même maintenant les causes lointaines, comme il a dit, les causes lointaines de la Première Guerre mondiale. Maintenant, les causes immédiates de la Seconde Guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est l'assassinat de prince d'héritier d'Autriche-Hongrie et sa femme, François Ferdinand Sarajevo, en Bosnie. Voilà, c'est la caricature que je voudrais faire à la Première Guerre mondiale qui a des conséquences néfastes sur le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et même plus loin au niveau de la crise économique de 1929. Il y a des liens intrinsèques. Maintenant, cette guerre qui a déclenché, la seconde d'ailleurs qui a été déclenchée le 1er septembre 1939 à 5h45 au moment où les Japonais dormaient, sans aucune déclaration de guerre, l'Allemagne de Hitler Adolphe, parce qu'il était mécontent, parce que Hitler n'acceptait pas les clauses qui ont sanctionné bon an, mal an, la Seconde Guerre mondiale, Hitler ne dégénérait pas ou bien ne digérait pas ces sanctions, raison pour laquelle il a trouvé les failles et il a attaqué la Pologne le 1er septembre 1939 à 5h45 au moment où les gens dormaient. Maintenant, à l'époque, la France pratiquait ou bien la France faisait quoi? La France est en train de faire une campagne au cours de la guerre. Et la guerre, je vais vous caricaturer ça aussi, la Seconde Guerre mondiale, je peux vous dire que après le déclenchement, vous allez voir les étapes de la guerre. Il y a la guerre éclair, la bataille d'Angleterre, opération Barbarossa, il y a aussi opération Almec, et il y a la bataille, la plus dure bataille, c'est la bataille de Stalingrad. C'est-à-dire que là, on parle des tournants décisifs de la seconde 41, 42, 43, allant vers la capitulation allemande. Vous allez voir la bataille de Stalingrad, la bataille de Kursk. Il y a la solution finale qui viendra plus loin. Parce que vous savez, vous le savez, je le sais, que les États-Unis ne sont pas dans la guerre. N'eût été leur navire là, le navire là qui a été coulé à Pearl Harbor par les Allemands, les États-Unis n'entreront jamais dans la guerre le 7 décembre 1941. Parce que leur navire commercial, partout au monde, depuis que le monde est monde, les États-Unis n'ont jamais entré directement dans aucune guerre. Sauf ils sont là pour commercialiser, vendre leurs articles aux belligérants. Je viens. Oui, donc la solution finale, la solution, il y a plusieurs solutions, mais c'est la conférence de Yalta, comme mon co-débatteur venait de dire, et il y a les deux bombes lancées à Hiroshima et Nagasaki qui ont mis fin avec la capitulation japonaise. Est-ce que le monde entier, est-ce que les puissances ont tiré des leçons à cette guerre? Est-ce que les puissances ont tiré des leçons à la faillite de la SDN, à la création de l'ONU? Non. Je peux vous dire que l'ONU a été créée, je peux dire, à un niveau, à la précipitation, pour gérer, pour combler le vide, pour combler les failles de la SDN, Société des Nations, à l'époque, lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, cette ONU qui a été créée, Organisation des Nations Unies, qui a été créée, vous constaterez avec moi que les grandes puissances comme les États-Unis ne font pas partie directement à cette organisation internationale. Donc les États-Unis, bien qu'ils financent comme l'OMS, mais ils ne sont pas des poids lourds, ils ne sont pas adhérents, et ils ne sont pas des membres influents dans cette organisation, qui fait que les décisions que le Conseil de sécurité prennent
traîne toujours à prendre corps. Raison pour laquelle vous allez constater qu'aujourd'hui, dans le monde entier, que ce soit partout au coin du globe terrestre, il y a la crise, il y a des conflits armés, il y a partout, il y a la distribution des armes, il y a des belligérants, il y a des ethnies, des sociétés qui font face à la société, il y a des États contre États, et cette ONU est impuissante. Impuissant, d'accord. Justement, est-ce que l'état du monde aujourd'hui, tel qu'on l'a, n'est pas un échec de l'ONU? Oui, échec de l'ONU, moi c'est... La mission qui lui était assignée lorsqu'elle remplaçait la SDN, on la connaît. Je pense que dès la création de l'ONU, il y avait que quelques rares puissances qui détenaient la domination du monde. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je peux bien dire que beaucoup de pays ont appris de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont compris que ce sont des forces qu'il fallait déployer. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays ont développé ce qui a été l'objectif de la fin de la guerre. Tout le monde, pas mal de pays ont développé l'arme atomique. Je peux parler après, au lendemain de cette guerre, la Russie, la France, tous les autres pays. Pour mettre fin à la guerre, c'était les États-Unis qui détenaient la bombe atomique qui a pu bombarder. Et avec ces essais sur les villes nippones, tout le monde a pris peur. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus cette capacité de vouloir dominer les autres puissants parce que ces États eux seuls n'ont plus, tout le monde a pu développer l'arme nucléaire. C'est devenu une arme de dissuasion. C'est le fait qu'il y a eu plusieurs puissances qui ont aguerri cette force, ça handicape le fonctionnement de l'ONU. Mais est-ce que l'ONU n'était pas censée, j'ai envie de dire, un peu de réglementer ces choses-là? Parce que c'était maintenir la paix. Non, mais c'est sa mission. Oui, réglementer ne pouvait pas. Par exemple, si je prends le cas de l'Iran qui a un projet de développement d'armes atomiques, malgré les embargos et tout, mais il continue, il fait des essais nucléaires. Ça veut dire que à cela, on ne peut pas, avec les alliances au lendemain de cette guerre qui aujourd'hui divergent les opinions, je ne pense pas que ça a limité les actions de l'ONU. Et surtout, parce que ça a limité les actions de l'ONU, surtout au lendemain, quand on parle des sociétés, le droit de veto de ces pays qui, au lendemain de la guerre, ont pu mettre en place l'arme atomique, ces pays-là ont mal géré leur alliance. Tu sais, quand tu fais allié, aujourd'hui, tu fais allié à un pays, il peut t'accompagner à développer l'arme atomique, notamment l'Israël, qu'on ne veut pas réellement parler d'un pays qui est doté d'armes atomiques, mais les États-Unis savent pertinemment qu'ils ont accompagné l'Israël à faire aussi, à avoir son arme atomique. Mais c'est de la même chose de l'autre côté, comme il y a eu des blocs qui se sont formés après cette guerre. Aujourd'hui, c'est par alliance. Donc, tu fais alliance à une bloc, on parle de bloc occidental, les blocs soviétiques. Aujourd'hui, ceux qui sont dans ces pays-là, quand tu prends la Russie, la Chine, et que je peux parler si tu es de leur côté, ils peuvent t'accompagner à développer l'arme atomique parce que pendant que tu mets ton projet, ils sont là pour assurer ta sécurité. Et c'est ça qui a handicapé le fonctionnement de l'ONU. L'ONU a eu ses limites là avec ces grandes puissances-là. Et je pense que là où on est à l'état actuel, tout le monde a compris que même si c'était une arme de dissuasion, mais ils ont compris que cette arme ne peut pas être utilisée. S'il fallait utiliser, je pense que Poutine l'aurait fait depuis qu'il est en train depuis que l'Ukraine est en train de la merder, il l'aurait bombardé sur la carte. C'est parce que Poutine sait que à lui seul, il n'a pas l'arme atomique et qu'autour des alliés qui soutiennent l'Ukraine, il y a beaucoup de puissances qui ont la même puissance que lui, il a à sa disposition. Aujourd'hui, je peux dire que la guerre, les gens ont pris conscience, ils ont développé des armes qui les protègent. Maintenant, il y a ce côté positif, mais il y a le côté négatif parce que Georges, la guerre continue pas sévir dans le monde entier. Il y a beaucoup de poches de conflits aujourd'hui dans le monde. C'est vrai qu'on ne parle pas de guerre mondiale, mais je peux dire que le monde est en guerre. Justement. Est-ce que vous pensez que la leçon a été retenue? Parce que la leçon a été retenue. Quelle leçon? Parce que tout ce que on a vu, les horreurs, s'il y a la guerre, ça veut dire tout simplement que la leçon n'est pas retenue. Non, moi je pense que la leçon est retenue parce que à cette étape-là, si c'était que il y avait une seule puissance qui détenait l'arme nucléaire, mais je pense que peut-être
On ne devait pas... Il y a cette méfiance-là, c'est une leçon, hein, cette méfiance de vouloir ne pas utiliser cette force, je pense que c'est une leçon. Aucun pays n'est prêt à utiliser son arme atomique contre l'un actuellement. L'arme nucléaire que qui a été l'arme de victoire de la Deuxième Guerre mondiale utilisée à Hiroshima et Nagasaki ne veut pas dire tout simplement que c'est seulement cette arme-là qu'on peut utiliser pour détruire d'une manière massive. Aujourd'hui, ce que les États-Unis ont fait en Irak, ce que les États-Unis, la Russie, la France, les Occidentaux ont fait en Syrie, ils ont complètement décapité tout le pays. Donc, aujourd'hui, dire qu'on a appris de la leçon, pour moi, c'est pas vrai. Puisque vous avez parlé de l'ONU tout à l'heure. L'ONU, les attributions, les missions de l'ONU sont claires. Ce n'est pas les missions qui ne sont pas claires. C'est quels sont les pays qui actionnent. C'est sur ces missions, ces attributions. C'est-à-dire que l'ONU elle-même est un machin manipulé. Oui, par quelques pays, quelques puissances qui, selon eux, détiennent les droits de veto. Et donc, suivant leur intérêt, ils disent oui ou non. Et donc, ils ne sont pas objectifs dans la prise de décision, ce qui fait que déjà, même à la naissance de l'ONU, il y avait même déjà la guerre froide qui l'avait déjà affaibli et les positions sont campées sur soit les États-Unis ou soit sur la Russie. Et donc, depuis ce moment, il n'y a plus ces gens-là qui sont revenus de la guerre et qui ont compris que la guerre nous a affaiblis et que plus jamais cela ne se reproduise et nous devons avoir des mécanismes pour quand même discuter parce que au sein de l'ONU, les gens ont compris que nous pouvons avoir de mésententes, nous pouvons avoir des positions différentes, mais si nous avons un mécanisme pour réguler, un mécanisme pour trouver de consensus, nous n'irons jamais aux armes. Mais force est de constater que les gens qui actionnent l'ONU n'arrivent pas même à leur sein à être objectifs. Et mais quand les gens ont vu que, suivant mon intérêt, je peux manipuler le Conseil en mettant mon droit de veto, les alliances se regroupent autour de ces puissances. Et donc, soit vous alliez aux États-Unis, les Occidentaux, ou soit vous alliez à l'Orient qui est représenté par la Russie. Chine, Et donc, le monde est bipolarisé. Et depuis ce moment-là, chacun cherche là où trouvera son intérêt. Donc, du coup, c'est comme si aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que la guerre est néfaste, la guerre, mais les gens utilisent cette même guerre pour régler des comptes. Maintenant, quand vous prenez la guerre de l'Irak, les États-Unis ont utilisé la guerre pour régler leurs comptes avec Saddam Hussein et personne ne dit rien. Et au niveau de la politique, les gens utilisent pour placer leur pion à la tête d'un pays. Quand vous prenez la Syrie, quand la tête de Bachar al-Assad ne plaisait pas aux Occidentaux, ils ont utilisé la guerre jusqu'à le chasser. Quand vous prenez Kadhafi, quand sa tête ne plaisait pas à la France de Sarkozy, il a utilisé la guerre pour le chasser. Donc à un moment donné, la guerre est devenue un instrument qu'on utilise pour imposer son intérêt à tout le monde. Donc aujourd'hui, dire que nous avons appris, non. C'est ce qui fait que la guerre, pour moi, je ne pense pas que ça va finir. Est-ce que, alors justement, la guerre ne va pas finir, mais Marcel Agbessinou, est-ce que vous craignez une troisième guerre mondiale comme certains? Vous savez, troisième guerre mondiale, nous sommes en plein pied, ou bien je peux dire que nous sommes en marche vers cette troisième guerre mondiale. N'eût été le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, on a pratiquement été à la porte de cette troisième guerre mondiale. Raison pour laquelle Donald Trump avait convoqué à la Maison Blanche et il a réitéré au président Zelensky que tu veux
la Troisième Guerre mondiale, parce que Zelensky ou bien l'Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, a pris une allure que personne ne maîtrisait. Parce qu'il y a des camps, des alliances qui se font et qui se forment derrière Zelensky et l'Ukraine. Et de l'autre côté, c'est-à-dire que les alliances autour de l'Ukraine, il y a l'Europe, presque toute l'Europe, sauf les États-Unis et quelques pays. Et aussi la Pologne l'autre là, le président hongrois, Viktor Orban, qui s'est opposé à toute décision de prise d'armes contre la Russie. Maintenant, vous voyez, avec ça, il y a un clan. L'autre clan qui est derrière la Russie, vous verrez avec moi, avec intérêt, ou soit découragement, qu'il y a le pays là, de Kim Il-jung, la Corée du Nord. La Corée du Nord, peut-être les gens, Kim Jong-un, voilà, les gens ignorent sa puissance militaire. C'est un pays qui est basé sur l'armement, les missiles. Même si on veut fêter l'anniversaire, même si le président nord-coréen, veut faire l'anniversaire à sa propre fille ou bien à son enfant, c'est avec l'arme. Ça, c'est l'image que les Occidentaux présentent. C'est avec l'arme nucléaire qui célèbre. C'est l'image que les Occidentaux présentent de la Corée du Nord. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un allié direct de Vladimir Poutine, un poids lourd. Maintenant, à son côté, vous verrez également qu'il y a la Chine. La Chine, avec son armement, est un pays continent qui est derrière la Russie. Donc vous pensez qu'on Turquie. On est très proche d'une troisième guerre mondiale, mais heureusement que il y a l'arrivée de Donald Trump qui va bloquer les ardeurs. Qui venait de bloquer quelques manières d'une autre. Alors pourquoi je pose la question en ce sens en parlant de troisième guerre mondiale? Parce que finalement, Dominique Lacmont, quand les autres font la guerre, ils veulent que ce soit mondial. Mais quel est l'intérêt de l'Afrique dans une guerre pour qu'on dise qu'elle est mondiale? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi, je ne sais pas, on va parler de troisième guerre mondiale. Est-ce que, vous savez, c'est parce que le fait de cet alignement sur ces puissances-là, même même les pays africains, tout le monde s'aligne sur une autre puissance. Quand tu vas à un pays africain, soit tu fais alignement au bloc occidental ou au bloc soviétique. Ça fait que dans ces alliances-là, lorsqu'une guerre se déclenche, le soutien que chacun peut apporter à son ami ou son allié fait que l'Afrique peut être directement impliquée. Sinon, parce qu'en réalité, même les premiers, deuxièmes ne sont pas si mondiales. Oui, c'est parce que j'ai dit. C'est juste parce que les colons étaient ici. C'est ce soutien qu'on a apporté à l'Europe selon comment les pays ont tissé leur alliés, surtout à l'époque là. Mais c'était que ce bloc, la France et ses amis qui ont pu exploiter l'Afrique. Alors, Georges Hérault, dernière question sur le sujet. On veut la paix, mais on continue de s'armer de plus en plus. C'est paradoxal. Oui, est-ce qu'on veut la paix? Parce que une chose est de dire qu'on veut la paix, mais la paix, comme le dit, je crois, au Houphouët-Boigny, c'est un comportement. Et donc, si le comportement diffère de ce qu'on veut, c'est une contraste. Et là, moi, comme j'ai l'habitude de dire, tout le monde parle de la paix, mais les gens s'entêtent dans la guerre. Mais aujourd'hui, est-ce que pour moi, les gens n'ont pas pris, surtout les pays industrialisés, qui ont pris ce malin, je ne sais pas comment l'appelle, ce vilain plaisir, à avoir des industries de fabrication d'armes qui constituent une économie de guerre pour eux. Mais comment voulez-vous que la guerre cesse? Mais quand il y a des pays qui se spécialisent dans la fabrication des armes massives, quand on est en train de parler des pays qui aident les autres à avoir l'arme nucléaire, mais ça là, c'est pourquoi? C'est pour leur propre... En dehors d'accompagner ou bien d'instruire ou bien de former des gens sur ces équipements, ils ont leur contrepartie.
Et ça pousse leur économie. Mais quand on arrive à comprendre que la guerre procure en retour des bénéfices à certaines puissances, oublions ce qu'on appelle la paix. Ce qu'on peut faire pour le continent, pour notre continent, c'est d'éviter justement ce qui se passe, que ce soit au Soudan, et ce qui se passe actuellement en RDC. Heureusement que l'Union africaine même les l'Union africaine a quand même eu finalement cette, disons, clairvoyance de savoir que sur le continent, il y a des hommes et des femmes, en l'occurrence le président Faure, qui peut contribuer, comme il avait fait déjà au niveau de l'AES, à arrêter ou bien du moins à réduire l'ardeur de la rébellion. Oui. Je ne peux même pas oublier le terrorisme. Alors, si vous permettez, on va quitter ce sujet parce qu'il me reste 10 minutes pour aborder le deuxième sujet qui est aussi très important. Permettez qu'on s'arrête ici, parce qu'on parle ici de paix. Et les premiers mots du nouveau souverain pontife, la pace sia con voi, ce qui veut dire littéralement que la paix soit avec vous. Le cardinal américain Robert Francis Prévost est devenu donc le nouveau pape de l'Église catholique. Léon 15, c'est son nom, après donc un conclave qui a duré un peu plus de 24 heures. Le successeur de François a été désigné par ses compères cardinaux, et donc il a eu des premiers mots dans le sens de la paix. On sait, Marcel Aguesino, que le pape, c'est le leader de l'Église catholique, mais c'est aussi un chef d'État. Il dirige le plus petit pays du monde sur une 40aine d'hectares qu'on appelle le Vatican, mais un petit pays qui a beaucoup de puissance. Est-ce que vous pensez, parce qu'il est venu au balcon de la basilique, on a vu ses premiers mots, que la paix soit avec vous, il peut être un artisan de paix dans le monde aujourd'hui? L'Église catholique, depuis sa création et depuis que les premiers comboniens ont envahi le monde, c'est toujours la paix là. Ils se sont cachés derrière cette paix. Vous pensez? Que la paix soit avec vous. Et vous peut-être, je vais vous informer sur certaines choses que vous ne savez pas, ou bien vous le savez, mais bon, pour telle raison, vous taisez, je ne sais pas. Bon, à l'époque, pour la colonisation en Afrique, si la colonisation a été de mise, c'est grâce aux Comboniens. C'est grâce à ces gens-là. Vous avez vu au niveau de Congo-Brazzaville avec Stanley Savonia de Brazza et le roi belge Léopold II. Vous allez voir, l'Église catholique a joué un rôle, les Comboniens ont joué un rôle spécifique dans la colonisation africaine. Mais n'empêche, c'est de bonne guerre, n'empêche, aujourd'hui, on le voit, on le constate, que l'Église, étant donné qu'elle est une personne morale du droit privé ou public, d'une manière ou d'une autre, l'Église n'a jamais encouragé des conflits armés sur aucun coin du monde. L'Église catholique, que ce soit Congo, ici, en Inde des Congo, vous allez voir, les évêques catholiques, une fois qu'il y a un conflit, une fois qu'il y a une guerre, ils se réunissent pour dire stop, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Et ils proposent, et ils sortent des décisions. Il en va de même pour le Togo. Les évêques togolais, on ne peut jamais les ignorer. C'est parce que tout se fait au niveau du Vatican. Le pape François était l'artisan de la paix qui s'en est allé. Paix à son âme. Et son successeur, qui est un Péruvien, donc il a été longtemps aux côtés du pape défunt. Mais ce qu'il va éviter, normalement la question est que la paix là c'est bon. Normalement votre question que vous devez me poser, est-ce qu'il va encore encourager les divorcés remariés
Bon, ça c'est, moi je pense que Les ça homosexualités dans l'église catholique. C'est la cuisine interne à l'église catholique. Bon, je vais rester sur son rôle. Oui, son rôle, j'en viens. D'artisan de oui, paix. j'en viens. Oui, on va tourner la parole. Je vais terminer. Rapidement, vous avez 30 secondes. 30 secondes. Oui. C'est l'église catholique, l'un des 7 sacrements, c'est le mariage là-bas, mariage hétérosexuel. Oui. Maintenant, en fait, je ne veux pas qu'on aille dans les dogmes de l'église catholique. Maintenant, C'est pas un débat l'église catholique n'a jamais, moi je ne suis pas. pas catholique, mais j'adore, je suis partisan de ce qui se passe là-bas. Mon débat n'est pas un débat catholique. Non, je sais. C'est le rôle du pape qui est aussi chef d'État. Oui, c'est ce rôle, Georges Hérault, c'est ce rôle politique que j'interroge aujourd'hui. Est-ce que c'est une personnalité dont la voix compte dans la paix dans le monde? Heureusement que Marcel disait que le pape François est un artisan de paix. Bon, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il va de l'intérêt du pape aujourd'hui, surtout vu son âge, 69 ans. Qui est plus junior que les précédents et qui doit quand même travailler, vu sa capacité de mobilité, et à aller partout pour discuter avec les belligérants, pour voir dans quelle mesure il peut apporter sa paix ou bien sa compréhension de la paix, et surtout la position de l'Église, qui, quand je parle de l'Église, des églises, entre guillemets, la position de l'Église de Christ, à travers le monde. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'intérêt, puisque quand vous voyez, moi, je ne suis pas catholique, mais quand vous voyez l'Église catholique, ça représente en quelque sorte, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais quand on parle de ça, on parle des chrétiens, partout dans le monde. Et donc, le pape, qui est le représentant de Christ, comme Christ, quand il apparaît à ses disciples, il dit quoi? Il apporte la paix. Et donc, ses premiers mots, ça va être forcément la paix. Maintenant, vous voyez, sa position géographique aussi contribue, puisque vous voyez, Donald Trump est au pouvoir, un Américain, un Péruvien, un pape américain aussi, qui vient de l'Amérique, du continent américain. Je pense qu'à un moment donné, on peut actionner à un niveau plus élevé. Comment faire pour que la paix revienne? Parce que quand on dit la paix revienne, je dis il n'y aura pas zéro guerre quand même. Mais vous voyez qu'au niveau de la Russie est un pays où les orthodoxes, les catholiques sont vraiment respectés. Et là, aujourd'hui, le pape, qui a vu son âge, peut aller discuter même avec Poutine. Et là, on trouvera beaucoup on trouvera solution et on tirera beaucoup d'intérêt à travers cette désignation. Dominique Lacmon, quel rôle voyez-vous ce nouveau pape américain jouer? Donald Trump s'est énormément réjoui de son élection. C'est, dit-on, le premier pape d'origine américaine. Est-ce que vous pensez que ça va être un duo pour la paix dans le monde? La paix dans le monde, si les papes devraient nous épargner des menaces de paix, je pense qu'on n'en serait pas ici. Vous savez, moi je suis pas, je ne veux pas trop rester sur les sentiments religieux. Vous savez que je vais parler à ce qui me concerne en tant qu'Africain. Tout à l'heure, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand tu as posé la question à l'honorable qui est à côté ici, il t'a cité les différentes guerres. Il parlait de guerre économique, guerre politique et tout ça. Il y a aussi la guerre religieuse. Et je pense que nous, sur notre continent, ceux qui exploitent notre continent, a utilisé 3 théories. La théorie de la colonisation, la théorie de civilisation, c'est-à-dire de nous impliquer. Leur civilisation comme si l'Afrique n'avait pas une civilisation. Et la 3e théorie, c'est de nous christianiser. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a pas mal de chrétiens, mais qui ont
c'est une manière, cette façon d'inculquer aux Africains que ce que les Africains pratiquaient n'était que du faux et du diable. On traite des cultures africaines du diable et que la vraie voie pour aller au ciel, c'est de croire à une religion, et parmi ces religions, il y a la religion catholique. Ça, je peux dire, c'est une arme destructrice également pour le continent africain. Est-ce que c'est vrai, Dominique? Et non, moi, c'est mon avis. Aujourd'hui, quand on va me dire que le pape est venu pour nous implorer la paix, je ne sais pas ça, mais magie que peut faire... mais c'est sa voix, sa personnalité, son aura. Peut-être à aux descendants de ceux qui croient. Mais à l'Afrique, depuis que les papes passent, on a vu des papes positionnés sur notre continent, notamment le dernier pape, il s'appelle comment? Il allait en RDC, il y a aussi l'autre, pas mal de pays. Et qu'est-ce qui a changé? Je pense que, comme tu as dit, qu'on ne va pas trop rentrer dans... Oui, ce n'est pas un débat religieux. C'est plus sur son rôle que nous interrogeons. Pour moi, la religion qui est venue d'ailleurs n'a jamais apporté quelque chose à l'Africain. Et je ne pense pas que c'est la main gauche du pape qui pourrait nous apporter la paix en Afrique. Je pense que si nous devons cultiver la paix, c'est l'amour qui incarne, qui sort de notre âme intérieure, qui peut aller et concourir à cette paix. Et ce n'est pas, voilà, je ne veux pas dire décevoir ceux qui sont catholiques ou trucs. Vos propos ne m'étonnent pas. Non, c'est panafricain que vous êtes. Oui, panafricain. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas décevoir des gens. Il reste une minute. Mais je pense que la paix, c'est nous devons la cultiver. L'amour que nous dégageons par rapport vis-à-vis de nos continents, de nos proches, peut concourir mieux à la paix que de croire à la parole d'un pape. Bon, il y a plusieurs interrogations. Comme tu l'as souligné, il n'y a pas une question où on rentre dans le dogmatisme, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, Africains, nous avons tendance à penser que la manière dont on a introduit le christianisme en Afrique à travers la colonisation remet en cause les valeurs du christianisme. Donc, mais tout le monde sait les théories il faut vraiment que nous puissions savoir que on n'empêche pas un panafricain d'adorer les choses de nos ancêtres, etc. Et on ne peut même pas empêcher à un autre panafricain d'aussi comprendre que Dieu, il n'est pas d'une origine, Christ n'est pas d'une origine, messieurs. etc. Merci. C'est important. Si vous permettez, je vais rendre l'antenne pour regarder ensemble le journal et on revient juste derrière pour la deuxième partie consacrée au